Merci à tous pour la présence à ce rendez-vous d'échange. Et comme vous savez, le sujet, c'est concernant l'intégration régionale. On a fait déjà un premier webinaire où on a évoqué plusieurs enjeux, notamment sécuritaires, mais également politiques. Et cette édition nous permet d'aller plus loin pour évoquer les aspects de l'intégration régionale, mais au cœur des institutions sous-régionales, dont la CEDEAO, et aussi, comme il est d'actualité de constater sur le continent, toute Allô, c'est bon? la vague qu'on constate actuellement de déstabilisation de nos États. Et donc, il est important pour nous finalement de réfléchir sur la question et j'ai le plaisir de modérer justement cet échange en recevant le professeur Alioune Sall, qui est le fondateur et directeur exécutif justement de African Futures Institute, basé en Afrique du Sud, et également Dr Anne-Cécile Robert, qui est directrice adjointe du monde diplomatique et qui est journaliste et donc qui a une longue expérience en ce qui concerne les questions concernant l'Afrique justement. On devrait avoir une troisième panéliste, Raimonde Elda Kwama, qui malheureusement, dans la nuit d'hier, aujourd'hui, a eu un petit souci de famille. Et donc, finalement, elle n'a pas pu nous rejoindre. Et on a la chance finalement, voilà, d'avoir Monsieur Coulibaly, qui va justement suppléer pleinement, je veux dire, parce que l'enjeu pour nous, c'était d'avoir autant de panélistes jeunes que de seniors, mais on sait que Monsieur Coulibaly est très proche de la jeunesse et forcément, c'est un plaisir de l'avoir et sollicité à la dernière minute. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly, pour votre présence aussi. Sans plus tarder, du coup, on va commencer. Et dans l'ordre établi des questions. Et je vais demander au professeur Alioune Cissé justement, professeur, qu'est-ce que vous pensez des dynamiques de l'intégration régionale actuellement sur le continent? Est-ce qu'il y a un enjeu véritable et est-ce que la CEDEAO en tant que communauté sous-régionale peut justement jouer un rôle pivot? Bien, ben écoutez, d'abord je voudrais vous remercier, vous, José, pour avoir accepté la tâche de modérer ce webinaire. Et je voudrais, par-delà votre personne, saluer tous ceux qui ont pris part à la conceptualisation de ce webinaire et à son organisation. Je pense notamment à Pascal, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir il y a 2 jours sur les résultats attendus de ce séminaire. Mais il y a également mes co-panélistes que j'aimerais saluer, en l'occurrence Anne-Cécile Robert et Koulou, qui a accepté de remplacer au pied levé une collègue qui n'a pas pu se joindre à nous. Alors, pour répondre à votre question de manière frontale, est-ce que l'intégration africaine est un enjeu majeur? Ma réponse est bien évidemment oui. Et j'irai plus loin. Je dirais qu'il y a une mystique quasiment de l'intégration africaine dont il faut sans doute comprendre le sens si l'on veut être clair sur pourquoi est-ce que ça doit être un enjeu. Et je crois qu'on ne peut pas séparer cette question d'une autre qui est sans doute sous-jacente ou qui correspond en tout cas à une préoccupation chez beaucoup d'entre vous, c'est que peut-on faire pour accélérer cette intégration africaine si tant est qu'on la juge souhaitable et possible. Alors, je commencerai par rappeler un certain nombre de faits élémentaires. Je ne parle pas de particules élémentaires, mais de quelques vérités premières, à savoir que lorsque l'on parle de panafricanisme, lorsque l'on parle d'intégration africaine, il y a là-dedans, il y a dans l'expression, il y a Afrique. Et aujourd'hui, lorsque l'on pense à l'Afrique, à quoi pense-t-on? Il est clair que lorsqu'on parle d'Afrique, on pense d'abord à des populations africaines. On pense donc à la démographie africaine.
qui est devenu un enjeu majeur, un sujet, une préoccupation majeure, ne serait-ce que parce que l'évolution démographique de l'Afrique va à contre-courant de ce qui se passe sur les autres continents. L'Afrique est un continent jeune quand les autres sont vieillissants. L'Afrique est un continent en pleine expansion démographique, alors que la transition démographique s'est opérée ailleurs et qu'on assiste plutôt à une stagnation. Et il y a donc des craintes quant à l'avenir démographique d'un certain nombre de pays. Il y a donc, de ce point de vue-là, une singularité africaine, une originalité africaine dont il faut prendre la mesure parce qu'elle est un enjeu de taille pour l'avenir. À quoi pense-t-on lorsqu'on parle Afrique aussi? La deuxième chose à laquelle on pense, enfin, il n'y a pas d'ordre particulier, mais une des choses à laquelle on pense, c'est bien sûr les ressources naturelles. C'est aux ressources naturelles de l'Afrique. On parle de certains pays comme de scandales géologiques. La dotation en ressources naturelles vaut à l'Afrique aujourd'hui les yeux de Chimène, en quelque sorte, d'un certain nombre de puissances anciennes ou nouvelles. Et il en a été ainsi depuis fort longtemps. L'Afrique a attiré par ses ressources naturelles et même si aujourd'hui on est entré dans une ère de dématérialisation de l'économie où donc la part des ressources naturelles tend à diminuer relativement à la part d'intelligence qui va dans la production industrielle, il reste que les ressources naturelles de l'Afrique constituent encore un enjeu majeur de souveraineté. Les transformer localement, en tirer un meilleur prix, constitue un enjeu de taille sur le plan international et sur le plan africain. Mais on pense également, lorsqu'on parle de l'Afrique, on pense évidemment aux structures sociales, parce que l'exploitation, l'économie ne fonctionne pas hors d'une société. Et il est donc, et quand on parle de l'Afrique, ce qui vient à l'esprit, c'est que nous sommes dans des sociétés d'ordre et de caste, où l'appartenance à un lignage, le rang que l'on occupe dans la famille, le sang dont on se réclame, constituent des éléments à prendre en considération parce qu'ils déterminent l'accès à la propriété, ils déterminent l'accès aux ressources et dans certains cas même l'accès à la parole simple est déterminé par les structures sociales. Et ces structures sociales sont, dans bien des cas, marquées du sceau de l'inégalité. Nous sommes dans des sociétés qui ne sont pas toujours égalitaires et il y a là un élément important à prendre en considération pour l'avenir parce que certaines disparités sont un frein au développement. Enfin, lorsque on parle d'Afrique, il est clair qu'on ne peut pas ne pas parler des problèmes comme ceux que vous avez évoqués tout à l'heure, José, des problèmes ayant trait à la gouvernance des sociétés africaines, telle qu'on la connaît. Cette gouvernance, elle est parfois anomique, elle ne répond pas à certaines règles, mais elle est en tout cas, elle est toujours assez tonique parce que il y a des changements, etc. Et je crois donc que lorsque l'on considère ces 4 variables, la variable démographique, la variable des ressources naturelles ou la variable économique de manière plus générale, la variable des structures sociales et la variable de la gouvernance, on se rend compte d'une chose, c'est que d'abord, il n'existe pas une Afrique, mais plusieurs Afriques, parce que sous l'angle de ces différentes variables, il y a plusieurs Afriques, plusieurs configurations. La démographie, le Nigeria n'est pas la Gambie du point de vue démographique, il n'est pas le Nigeria, il n'est pas le Sénégal du point de vue de l'économie, etc., etc. Les régimes politiques se différencient, quelques-uns sont des démocraties quasi arrivées à maturité, d'autres sont encore des des régimes, disons, paléo-dictatoriaux, etc., etc. Sous l'angle donc de ces différentes variables, il n'y a pas une Afrique, mais plusieurs Afriques. Et je crois qu'il est important de garder ça à l'esprit et de se poser la question de savoir si la CEDEAO occupe une position particulière dans l'Afrique. Est-ce qu'elle est sa spécificité par rapport aux autres communautés économiques régionales
par rapport aux autres sous-ensembles que l'on peut distinguer en Afrique. Ceci est le premier point. Le deuxième point que je voudrais faire, c'est que de la même façon qu'il n'existe pas une Afrique, mais des Afriques, il n'y a pas un panafricanisme, mais plusieurs modèles, plusieurs panafricanismes. L'histoire du panafricanisme est intéressante parce qu'on se rend compte que les panafricanismes sont divers par leurs modalités, par les domaines qu'ils couvrent et par les acteurs qui les ont, impulsés. En termes de modalités, on a connu au moins 3 types de panafricanisme. Le premier a été celui des congrès au début du XXe siècle, qui se sont tenus tous pratiquement hors d'Afrique. Les deuxièmes modalités ont été les festivals qui ont été développés au moment des indépendances. Il y a eu celui de Dakar en 66, celui d'Alger en 69, celui de Lagos en 76. Et puis, il y a la modalité plus récente qui est le panafricanisme qui prend la forme de communautés économiques régionales et la CEDEAO en est une des 5 reconnues par l'Union africaine, une des 8 si on élargit les communautés économiques régionales pour y inclure les unions monétaires. Et il y a donc, au moins, il y a eu dans l'histoire 3 modalités de panafricanisme. Et les domaines ont évidemment varié. La première modalité, le panafricanisme des congrès a été essentiellement s'est intéressé principalement au domaine politique. C'est la question de la citoyenneté qui a été au centre, la question de l'identité, la question des libertés, etc. Le panafricanisme des festivals s'est penché sur la question de la culture ou des cultures africaines. Quant au panafricanisme des communautés économiques régionales, comme leur nom l'indique, la transformation économique est leur principal centre de préoccupation. Justement, professeur, et ce n'est pas pour vous arrêter, est-ce que vous pensez que le modèle existant est le meilleur et est-ce que vous imaginez un nouveau modèle de panafricanisme à l'heure actuelle? Juste pour finir peut-être sur cette partie. Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question de façon univoque. La CEDEAO a été créée avec un objectif relativement simple, qui était celui d'accélérer l'intégration africaine et d'impulser ou de renforcer la création de richesses dans l'espace ouest-africain. Sur ce plan-là, je dirais qu'elle a à son actif un certain nombre de réalisations, notamment la liberté de circulation et d'établissement des personnes, la liberté de circulation des biens et d'établissement des personnes, etc. Il est clair qu'elle a eu à son actif à un moment un certain nombre de succès d'ordre politique, voire militaire. Ça a été le cas lors de ses interventions au Libéria et en Sierra Leone, etc. Par contre, aujourd'hui, on peut se demander si CEDEAO ne s'est pas décrédibilisé avec les conflits, dans les conflits qui ont frappé le Sahel. D'un pays à un autre, sa position a varié, elle n'a pas fait preuve de constance et là, elle s'est aliénée un certain nombre, je dirais, de partisans et de soutiens. Tant et si bien qu'aujourd'hui, sa crédibilité est sérieusement mise en cause et son avenir me semble des plus incertains. Parce que sur le plan économique, il y a d'autres acteurs aujourd'hui. Le CEDEAO n'a pas le monopole de l'intégration comme préoccupation. Il y a d'autres acteurs et son image est sérieusement écornée. Mais même si tel n'était pas le cas, même si d'aventure la CEDEAO réussissait entièrement à s'acquitter de la mission qui lui a été confiée par les chefs d'État, il est certain que la CEDEAO, dans son fonctionnement, reflète les déséquilibres qui existent au niveau national. C'est-à-dire que la CEDEAO est devenue l'affaire des exécutifs et c'est devenu l'affaire des chefs d'État africains. Les parlements et la Cour de justice, qui sont en principe des organes
de la CEDEAO et qui devrait permettre un certain équilibre entre les diverses branches de la gouvernance étatique. Les parlements de la CEDEAO et la justice, les organes de justice de la CEDEAO sont quasiment absents. Ils n'ont absolument pas de... Donc, la CEDEAO, à mon sens, ne jouera un rôle positif que si elle arrive à rééquilibrer son fonctionnement interne de façon à ce que les principaux organes puissent jouer leur rôle de contrepoids, comme cela devrait se faire au niveau national. Et en deuxième lieu, la CEDEAO n'a de sens si elle vient renforcer la CEDEAO des peuples. Parce que merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur. On va refaire un second tour de parole, mais je voulais juste rappeler à toutes les personnes qui nous ont rejoints de vous renommer si éventuellement ce n'est pas votre nom qui est sur le Zoom, parce que ça permet d'identifier effectivement qui est qui. Et justement, professeur, sur l'enjeu du fonctionnement institutionnel de la CEDEAO, je pense qu'on va revenir là-dessus. Je voudrais donner la parole à Dr. Anne-Cécile pour qu'elle puisse justement nous partager son regard de journaliste, mais aussi d'observatrice sur cette institution sous-régionale. Est-ce que vous pensez, docteur, que la CEDEAO a de l'avenir ou qu'elle est en déclin actuellement au regard de tout ce qui se passe sur le continent, au regard du rôle pivot qu'elle devrait jouer en tant qu'institution sous-régionale, justement, pour booster, comme le professeur l'a dit, toutes les dynamiques intégrationnistes, que ce soit au niveau des peuples, mais au niveau économique et sur tous les autres aspects? Est-ce qu'elle joue ce rôle ou est-ce que vous pensez que l'institution est en déclin? Tout d'abord, bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. C'est très agréable de pouvoir discuter comme ça calmement avec des grands esprits comme les autres panélistes et j'imagine les personnes qui interviendront après. Alors peut-être pour compléter le petit portrait que vous avez fait, je suis effectivement une observatrice du continent africain, mais aussi une admiratrice du continent africain. J'ai notamment écrit il y a 20 ans un livre qui s'appelle « L'Afrique au secours de l'Occident » et qui était un appel non seulement à reconnaître tous les talents du continent africain, mais aussi à rééquilibrer, bien sûr, les relations entre le continent africain et le reste du monde. Alors, par rapport à vos questions, j'ai réfléchi à ce que je pouvais apporter dans cette discussion en tant qu'observatrice, et par ailleurs aussi spécialiste de l'Union européenne. Donc ça peut être aussi intéressant de partager avec vous cette expérience-là. J'ai deux réflexions à partager avec vous. La première, c'est un peu celle qui terminait la réflexion du professeur Salle. C'est l'intégration est effectivement une nécessité, c'est un besoin, il faut absolument arriver à des formes d'intégration, mais comment est-ce qu'on rend ces formes d'intégration politiquement solides et légitimes? C'est vrai que la CEDEAO s'est fixée comme objectif la CEDEAO des peuples à l'horizon 2050, mais on constate que ce n'est pas du tout le cas. On a encore, et le professeur Salle le rappelait justement, une CEDEAO qui est très dominée par des chefs d'État qui se cooptent les uns les autres, qui en fait restent entre eux et qui ne sont pas toujours bien connectés aux réalités. Hein, on a vu par exemple que la CEDEAO a adopté des sanctions très sévères contre certains pays comme le Mali qui avait subi des putschs, et qu'elle a été en fait désavouée par les populations qui ne comprenaient pas, qui trouvaient que ces sanctions étaient trop sévères. Et effectivement, souvent, ces sanctions étaient sévères. On a eu des chefs d'État de la CEDEAO qui ont été sévères dans un cas et puis étrangement gentils dans d'autres. Et notamment, ils n'ont pas réagi à la question des fameux troisièmes mandats. Ces troisièmes mandats inconstitutionnels qui perturbent la vie dans certains États africains n'ont pas été condamnés, critiqués sérieusement par la CEDEAO. Or, on sait très bien que c'est une question qui
qui est important parce que ça remet en cause les processus démocratiques. Donc, il y a tout un travail à réaliser sur la légitimation politique des processus d'intégration et la participation des peuples et aussi des associations, ce qu'on appelle la société civile. C'est extrêmement important. Alors, je vous dis tout de suite, hein, pour vous détendre, que l'Union européenne n'est pas du tout non plus respectueuse des peuples. Elle n'écoute pas les peuples. Il y a du boulot aussi. Je veux dire, l'Union européenne n'a pas de leçons à donner aux Africains de ce point de vue-là. Donc, c'est un défi en soi, mais extrêmement important à relever. Sinon, il n'y aura pas de processus d'intégration durable et en tout cas, et par ailleurs, conforme à ce que souhaitent les populations. Ça, c'est quand même très important. Il faut que les populations soient satisfaites et que l'intégration se fasse dans l'intérêt des populations. Alors, l'autre réflexion que je voulais partager avec vous et qui est liée à la première, c'est comment faire pour que des organisations comme la CEDEAO travaillent au service des peuples. Parce que le professeur Sall a évidemment rappelé justement toute l'action de la CEDEAO en termes de libre circulation des personnes, libre circulation des marchandises, très bien. C'est un fait, mais on sait que ça ne marche pas, qu'il y a quand même des hoquets dans tout ça, hein, qu'il y a certains postes frontières qui ne respectent pas les règles, etc. Mais plus profondément, et je serais curieuse d'ailleurs d'entendre le professeur Sall sur ce point, je trouve que trop souvent les organisations régionales africaines se font le relais de politiques décidées en Europe par les Occidentaux, souvent pour les intérêts des Occidentaux, notamment en matière économique. On a évoqué les accords de partenariat économique, le libre-échange. Tout ça, c'est des politiques qui sont conçues en Occident et dont je ne suis pas certaine qu'elles soient véritablement favorables aux pays africains. Et je prendrai un exemple que vous connaissez bien, mais qui me semble très significatif, celui de l'agriculture. Il n'y a pas à l'intérieur de l'Union africaine, à l'intérieur de la CEDEAO, de politique agricole telle que l'Union européenne, par exemple, en a mis en place pour elle-même dans les années 1950, ce qui me semblerait indispensable. Parce que, si vous vous souvenez, hein, la politique agricole commune de la communauté européenne, de l'Union européenne, c'était une politique pas du tout libre-échangiste. C'était une politique complètement contrôlée par la puissance publique. On fixait les prix, on subventionnait les agriculteurs, on taxait les importations, parce que c'était le seul moyen de sauver l'agriculture européenne après la guerre. Or, je ne vois pas ça, sauf erreur, hein, je me soumets à votre jugement, je ne vois pas ce type de projet. En Afrique, je vois au contraire des solutions de libre-échange intégrales qui n'ont marché nulle part. Je veux dire, en Asie, se sont développées pareil avec du protectionnisme, du contrôle des prix, etc., en particulier dans le secteur agricole, et ça, je ne le vois pas en Afrique. Et je ne vois pas comment une intégration africaine qui ne reposerait que sur du libre-échange pourrait fonctionner. En tout cas, je vous dis, c'est pas comme ça qu'on a fait en Europe. En Europe, on a commencé par du protectionnisme, du contrôle des prix, des trucs quasiment dignes de l'Union soviétique, et c'est comme ça qu'on s'est développé. Et il me semble qu'il y a quelques années, il y avait en Afrique des réflexions, je pense au plan de Lagos, qui était basé sur l'industrie, sur des politiques volontaristes, et qu'on en parle de moins en moins, et que, en tout cas, dans les organisations régionales, c'est pas ça qui est mis en avant. C'est des politiques de libre-échange. Et donc, il me semble qu'il y aurait une réflexion à mener. Je sais que le professeur Sall est avec sa culture impérialiste, anti-impérialiste, très spécialiste de ça. Comment on fait le lien entre l'intégration régionale et des politiques plus volontaristes qui ne seraient pas forcément, je veux dire, en accord avec ce que promeuvent les organisations internationales, qui sont pour les privatisations, pour le libre-échange, tous ces médicaments que moi je considère des médicaments qui tuent. Effectivement. Et je ne doute pas que, effectivement, merci beaucoup, professeur, qu'on aura le temps de revenir là-dessus très rapidement, justement, pour un peu trouver des éléments de réponse. Faut-il mieux protéger, notamment les industries naissantes sur le continent, leur permettre d'avoir un certain essor avant de prôner justement l'ouverture. Et la question reste posée de savoir, pour de prochains pas, faut-il s'enraciner
ou plutôt s'ouvrir. Et je lis à travers votre propos qu'il faut d'abord peut-être dans une première partie ou suivant quelques années qui seraient définies, d'abord l'enracinement pour avoir notamment sur le plan culturel, mais aussi sur le plan de l'entreprise, des entreprises. Et je vais justement accorder la parole à Monsieur Mamadou Senssi Coulibaly, qui est un grand entrepreneur justement sur le continent, un grand patron du Mali, mais aussi africain dans l'âme. Il nous dira s'il est panafricain aussi. Justement, Président Coulibaly, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et comme je le disais, c'est vrai qu'on sait à travers tous les éléments qu'on a eu à partager depuis quelques années que vous êtes partisan de l'intégration régionale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et quelles seraient probablement les solutions, puisqu'on sait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement favoriser davantage d'intégration entre nos États et quel serait l'impact pour les entreprises sur le continent? Merci. Merci, bonjour à tous. J'ai pris la discussion en volée parce qu'il y a une coupure d'électricité générale chez nous. Tout manque au Mali en ce moment, vu qu'on a fait un coup d'État et que tout est... je me suis éclairé avec une lampe frontale avec laquelle je fais du vélo. Donc voilà, c'est cette lumière qui me permet aujourd'hui d'être vu un peu par vous et de pouvoir suivre. Merci d'avoir trouvé cette solution. Donc, je disais que, effectivement, moi, je suis un africaniste, mais le terme est tellement galvaudé aujourd'hui, l'africanisme, je n'ose plus dire que je suis africaniste parce que les gens ne vont pas comprendre. Je suis beaucoup plus intégrateur africain qu'africaniste, ça veut dire la même chose, mais le terme est devenu tellement chez nous, souverainisme, tous ces trucs militaro-sécuritaires, pour se dire je suis souverain, je suis ceci, cela, alors qu'on n'arrive même pas, il n'y a même pas d'entreprise majeure qui peut faire un truc frontal avec les autres entreprises occidentales. Il n'y a même pas d'organisation, il n'y a pas d'institution forte. La seule institution forte aujourd'hui, c'est la CEDEAO dans toute l'Afrique. La CEDEAO est bien organisée. Il n'y en a pas en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, ça ne marche pas. En Afrique centrale, ça ne marche pas. Mais la CEDEAO, dans notre région, ça marche. On a pu mettre des organes en place. Malheureusement, ça allait tellement vite que la CEDEAO est en crise de croissance. Et cette crise, les gens n'ont pas. Et on est parti tellement vite que les chefs d'État ont eu peur de la CEDEAO pour prendre leur place. Et le monde économique est absent à la CEDEAO. On n'a même pas de strapontin à la CEDEAO, le secteur privé, les entreprises, on n'a rien. Donc aujourd'hui, il faut que la CEDEAO se dépêche pour faire des choses. D'abord, il faut pousser les frontières aujourd'hui vers les ports et les aéroports. On a essayé de faire des postes juxtaposés, la douane sénégalaise, la douane malienne, ça ne marchera pas. Il faut qu'on repousse nos frontières sur les ports et les aéroports. Et c'était prévu. Il manque de l'argent à la CEDEAO pour pouvoir faire ça aujourd'hui. Et les chefs d'État ont peur parce que les recettes seront connues. Les recettes vont aller directement au trésor public. Personne ne peut grignoter un iota là-dessus. C'est connu. Si vous venez par l'aéroport de Bamako, vous voulez aller, vous faites un truc international, vous descendez à Bamako, vous voulez aller à Mauritanie, ce sera un contrôle léger qu'on va faire un peu comme en Europe, comme aux États-Unis. Ça, il faut qu'on réussisse cela. Il faut donner aussi une place au secteur privé, à l'entreprise, à la CEDEAO, et surtout créer l'organe économique réel, animé par les majors de l'économie africaine.
de la CEDEAO, je veux dire. Et si on arrive à faire ces deux progressions, la CEDEAO va souffler un peu, mais les chefs d'État n'en veulent pas parce qu'ils ne seront pas seuls à décider. Aujourd'hui, ils sont seuls à décider tout ce qu'on fait dans nos pays. S'ils veulent aujourd'hui, on pousse les frontières tout de suite. Il y aura la libre circulation. Il y aura des simples petits contrôles comme en Europe. Il n'y aura pas de vérification d'autre chose, simple contrôle et on passe. Mais tout le monde veut gagner quelque chose parce que c'est la mauvaise gouvernance auprès de ces chefs d'agents publics chez nous, dans tous les pays de la CEDEAO. Et pour que la CEDEAO puisse gagner encore, puisse profiter de cet élan qu'il a, ça demande des restructurations à la CEDEAO le plus rapidement possible. Comment, Président, peut-on mieux restructurer justement la CEDEAO pour qu'elle soit fonctionnelle? Et là, pour finir sur cette question-là, justement. C'est de lui trouver les moyens financiers. Si dans chaque budget, je donne un exemple, si dans chaque budget des États, il y a 1%, 2% qu'on doit donner à la CEDEAO, ou si c'est les secteurs privés ou les entreprises qui doivent payer un certain nombre de taxes pour avoir des allègements fiscaux dans leur pays, ainsi de suite. Mais ça demande une réflexion générale qui va être acceptée par le monde et la société civile. Parce que les politiques, aujourd'hui, surtout chez nous au Mali, ils ne vont pas accepter tout de suite. Pourquoi? Parce que quand ils viennent au pouvoir, quelqu'un disait tout à l'heure que les pays, enfin les peuples n'ont pas accepté la sanction de la CEDEAO. Ce n'est pas ça, parce que ces gens, on a acheté leur conscience. Et là, il faut que celui qui a acheté, qu'il rentabilise son capital comme un privé. Il a mis de l'argent pour gagner les élections, au vu et au su de tout le monde. Il a dépensé cet argent. Peut-être il a prêté à la banque ou à ses amis, machin, il faut qu'il le rembourse. C'est pourquoi nos chefs d'État, ils sont jaloux de leur poste. Ils ne veulent pas qu'on touche tant qu'ils n'ont pas fini de rembourser l'investissement qu'ils ont eu à faire. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on trouve les moyens de voir d'autres choses sans qu'il y ait achat de conscience dans nos différents pays. Ça se fait partout. Que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, si vous voyez des gens sortir, c'est parce qu'on les a soudoyés. Sortez, voilà. On donne de l'argent. Quand tu vois tout ce peuple dehors, c'est quoi? C'est des gosses de moins de 12 ans, 15 ans qui sont là, qui sont manipulés par quelques sympathisants du parti au pouvoir. Voilà, c'est tout. Il faut qu'on ouvre les yeux pour voir ça. Tout le monde voit, personne ne veut en parler. C'est ça qui est important. Il faut qu'on arrête d'acheter les consciences en Afrique. Tout le monde voit, même les Occidentaux, ils voient. En Afrique, il faut payer. Si moi, je veux, aujourd'hui, j'ai rempli un stade de football en payant 5 000 francs par personne, alors là, je remplis, je dis ce que je veux à ce moment. Ils vont dire à tout le monde derrière M. Koulibaly. C'est faux. Ils sont venus prendre des sous avec moi et ils sont prêts à blabla devant eux pour faire comprendre à l'Occident et aux autres que j'ai du monde derrière moi. Je ne sais pas si le temps me permet de continuer ou pas, mais je dirais que cette crise de croissance de la CEDEAO, ça équivaut à la crise de croissance de la démocratie dans nos différents pays parce qu'on est en train d'avancer et à un moment donné, il y a eu des confrontations entre la culture africaine en général et la croissance démographique, je veux dire démocratique, qui est là, qui pèse sur Merci beaucoup, Président. On y avance.
Merci. Merci. Et justement, c'est pour nous un enjeu. Et comme vous parlez justement de la jeunesse, je voudrais juste signaler que il était initialement prévu la participation aussi de notre cher ami du Burkina Faso, Ragnoumouendé Elda Kouama, mais qui, de la nuit d'hier à aujourd'hui, a eu un souci en famille. Donc, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre. Je le précise pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard à travers cette conversation Zoom. Et donc, ça va nous permettre de faire un deuxième tour de parole. Mais je vous rappelle qu'au niveau des participants, vous pouvez aussi poser, si vous avez des questions, notamment au professeur Aliou Sall, à Dr Anne-Cécile Robert ou à Monsieur Koulou, Amadou Sensi Koulibaly. N'hésitez pas à poser les questions justement dans l'espace du chat. Et éventuellement, on pourra donner la parole selon le temps dont nous disposons. Mais je vais demander à Théo de nous aider aussi, voilà, pour pouvoir recenser les différentes questions et ce sera la seconde partie de notre conversation. Professeur Aliou Sall, et je vous relance la balle à nouveau parce que dans l'intervention de Dr Anne-Cécile, elle posait un certain nombre de questions. Oui, je vous laisse. Je crois que le docteur Anne-Cécile Robert a posé une question de fond. C'est, au fond, quelle est la place des organisations intergouvernementales africaines aujourd'hui dans la production d'instruments pour comprendre le monde et dans la production de modèles. Il se trouve que malheureusement aujourd'hui, lorsque l'on regarde la production intellectuelle ou idéologique de ces institutions intergouvernementales africaines, elle est très largement en deçà des capacités des intellectuels africains. Lorsque l'on lit certains rapports, on a l'impression de lire des rapports qui émanent des institutions de Bretton Woods et on se contente de les diffuser sur le continent africain, on essaie de les adapter à la réalité africaine. Et lorsque la réalité africaine se montre rétive, on coupe les réalités africaines de façon à ce qu'elles puissent entrer dans les boîtes qui ont été pensées à l'extérieur. Et ce n'est pas nouveau. Lorsque, en avril 1980, les chefs d'État africains ont adopté le plan d'action de Lagos, ils l'ont fait sur la base de réflexions qui avaient été menées par des Africains, qui avaient été conduites, qui avaient donné lieu à la conférence de Monrovia, où les Africains s'étaient interrogés sur quelle Afrique en l'an 2000. Et la réponse qui consistait à dire « allons pour l'industrialisation, sortons des économies rentières, partons pour la transformation structurelle de nos économies ». C'était des termes qui étaient déjà utilisés et qu'on retrouve dans le plan d'action de Lagos. Malheureusement, les mêmes chefs d'État africains qui, en avril 80, ont adopté le plan d'action de Lagos, les mêmes chefs d'État africains, en septembre 1980, à Washington, ont approuvé le rapport Berg qui a servi de caution intellectuelle aux programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en Afrique en œuvre de 1980 à 2000. Et les institutions africaines n'ont fait que reprendre à leur compte les thèses de la Banque mondiale et des institutions de Bretton Woods sur l'Afrique et les stratégies qui étaient préconisées par ces institutions. Et c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Et ni la CEDEAO, ni l'Union africaine n'ont proposé de modèle alternatif. Tout ce qu'elle propose, c'est d'aller le plus loin possible dans le sens de ce qu'ils appellent émergence africaine, qui n'est rien d'autre qu'une insertion plus poussée de l'Afrique dans une économie mondiale qui est faite de relations asymétriques entre la périphérie, les périphéries africaines et les centres qui sont métropolitains. Et j'ai dit que de ce point de vue-là, la CEDEAO et d'autres ne contribuent pas à un renouveau de la pensée, elles acclimatent simplement des discours et des idéologies importées. Il y a une raison à cela, et la raison, elle est en grande partie économique. Lorsque vous avez une institution comme l'Union africaine, mise en place par les chefs d'État africains, mais dont le financement est assuré à 70%
par l'Union européenne, vous savez ce qu'il en est. Vous savez qu'est-ce que signifie la souveraineté en pareil cas. Il y a une telle dépendance de ces institutions africaines par rapport à des financements occidentaux, ou non occidentaux, en tout cas extra-africains, qu'il est irréaliste d'attendre de ces institutions qu'elles soient des modèles de courage ou des modèles en matière de souveraineté de la réflexion. Elles sont trop dépendantes. Et il faut donc, je crois, se poser la question de savoir comment on peut financer des institutions africaines avec des ressources africaines, pas en allant tendre la sébille à d'autres, comment on peut le faire avec nos propres ressources, parce que ça me paraît être la condition première pour la souveraineté. Maintenant, l'intervention de Koulou m'amène à intervenir sur un autre point que je n'ai pas eu le temps de développer auparavant. Je crois que lorsque l'on parle de l'Afrique, il faut se méfier des généralisations abusives parce que nous sommes encore une fois dans un continent où, comme dit l'autre, l'un est multiple. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Et cette idée selon laquelle aujourd'hui l'expression populaire est complètement instrumentalisée et qu'en fait ce sont des entrepreneurs politiques qui arrivent à mobiliser des opinions pour donner l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de... Je crois qu'il faut quand même aller au-delà de ces appréciations qui me paraissent un tout petit peu trop subjectives et peut-être teintées de mépris pour un certain nombre de groupes sociaux et de catégories sociales. Qu'il y ait de l'instrumentalisation, certainement, mais qu'il y ait aussi une vague de fond qui veut mettre fin à la domination et s'en prendre peut-être de manière maladroite à des instruments ou à des expressions de la dépendance, je crois qu'on ne peut pas cacher cela aujourd'hui. Il y a bel et bien un mouvement profond de remise en cause de ce qui est une dépendance trop souvent arrogante et qui n'a même plus les moyens d'une politique impériale parce que ces Occidentaux auxquels on accepte de se soumettre sont eux-mêmes aujourd'hui en crise et n'ont plus les moyens d'une politique impériale. Il y a donc, je crois, des interrogations qu'il faut accepter. De même, je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas créditer le secteur privé africain de toutes les vertus. Parce que d'abord, il n'y a pas un secteur privé africain. Le secteur privé africain, ce n'est pas simplement quelques opérateurs économiques qui payent les impôts. Il y a une très large part du secteur privé africain qui est dominé, qui n'est même pas reconnu par les gouvernements. On le met derrière l'appellation de secteur informel avec tout ce que cela comporte comme mépris, etc., etc. Je crois que également, tous les opérateurs du secteur moderne ne sont pas des anges, ce ne sont pas non plus des parangons de vertu. Il y a un secteur privé africain fait de quotataires, fait d'anciens fonctionnaires qui se retrouvent dans le secteur privé et qui vivent pour l'essentiel de la commande publique, ce qui d'ailleurs les fragilise énormément. Et ce secteur privé africain n'a pas nécessairement des politiques souverainistes. Elle se contente très souvent de jouer les appendices du capitalisme international et ne participe pas à la transformation structurelle des économies. Okay? Je crois donc qu'il faut être un tout petit peu plus nuancé et se lancer dans de véritables analyses pour savoir qui sont les acteurs de ces soi-disant secteurs privés ou de ces soi-disant sociétés civiles, quelles sont les stratégies qui les animent et quelles sont les idéologies qui sont sous-jacentes à leur action. Mais si on ne fait pas ce travail et qu'on se contente de généralisation, on va souvent dire des banalités ou la généralisation sera telle que ça ne pourra être qu'une demi-vérité, mais deux demi-vérités n'ont jamais fait une vérité. Elles correspondent à deux leurres, très souvent. Très belle manière de synthétiser la grosse problématique, parce qu'effectivement, on est dans un contexte où il y a beaucoup de contre-vérités, pour ne pas dire justement à travers l'usage des réseaux sociaux et de tout ce qui est outils numériques qui constituent des vecteurs très souvent de transmission
de faux messages. On a parlé aussi tout à l'heure de la jeunesse qui, en grande majorité, justement, suit cette nouvelle vague de messagers, je dirais, de faux prophètes. Et du coup, on se pose la question, est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour mieux faire ou plutôt pour détruire? Et c'est une perche que je vous lance, Dr. Anne-Cécile Robert. Vous êtes journaliste. Quel rôle vous pensez que justement les nouveaux outils du numérique peuvent jouer dans cet enjeu de conscientisation justement des peuples, mais en majorité en faisant un focus sur la jeunesse? Pourquoi pas parler du rôle des médias aussi? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais poser une question à mes deux autres panélistes. Est-ce qu'ils pensent que, avec la recomposition géopolitique, avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le continent africain, les possibilités s'ouvrent pour le continent africain de pouvoir imaginer d'autres voies que celles que les institutions financières internationales ou les Européens dictent? Aujourd'hui, le continent africain peut choisir ses interlocuteurs. Il n'est pas condamné à un face-à-face avec les Occidentaux. Donc, est-ce que vous y voyez une chance, une possibilité pour que l'intégration se fasse sur une base plus autonome pour le continent africain? Et après, pour répondre à la question… Ça va être la question que nous gardons en réserve pour M. Coulibaly. Merci, je vous écoute. Sur l'intelligence artificielle, le numérique, etc., il est certain qu'on a là un trésor, une possibilité énorme, avec aussi beaucoup de dangers, mais ça, vous les connaissez, dont il faut se prémunir. Mais je me demande si on ne pourrait pas modéliser, en fait, rien que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire c'est une utilisation intelligente des nouvelles technologies pour essayer de créer des espaces de dialogue et pour faire circuler une information un peu plus construite, désintéressée déjà, parce que on n'a pas d'intérêt à cette discussion autre que l'intérêt intellectuel. Donc, il me semble qu'on devrait plus réfléchir encore à cette utilisation-là, c'est-à-dire comment faire circuler l'information entre guillemets alternative, hein, puisque c'est un anglicisme, pour transmettre déjà une mémoire, transmettre des analyses historiques, très important que les jeunes générations soient en pleine possession de ce que les générations d'avant ont fait et qu'il y ait une transmission, et puis qu'on essaie par le dialogue de mettre un peu de vérité et de bon sens dans une cacophonie qui est absolument terrible. Mais il y a, je pense, cette possibilité à construire d'une utilisation un peu vertueuse, en se connaissant les uns les autres et en créant des espaces de discussion comme celui-ci. Merci beaucoup, docteur. Et c'est justement ce qu'essaie de faire le groupe Initiative Afrique, qui est un think tank et qui organise également des conférences. Ce n'est pas que dans le virtuel, mais qui sont réservées au monde justement où on continue de réfléchir sur ces différentes questions et apporter justement des approches de solutions qui sont souvent réalistes. Et donc, j'inviterai chacun à voir justement le site internet du GIAF. On pourra le mettre aussi dans le chat pour pouvoir vous permettre d'aller plus loin sur les différentes recommandations issues des conférences internationales du groupe. Et donc, Président Sensei Coulibaly, je voulais demander, et à la suite de la question qui était restée au frais, on va dire, est-ce que aujourd'hui vous pensez que c'est le moment d'aller vers d'autres partenaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenons par exemple le cas du Mali, votre pays, qui est en train de choisir notamment actuellement de nouvelles directions. Et quel est votre regard sur les futurs des partenariats entre l'Afrique et le reste du monde? Ma vision, elle est très simple. On a une obligation de multiplier nos partenaires. Aujourd'hui, le monde
est global, il est multiforme. Mais il y a un Rubicon qu'il ne faut jamais dépasser. La démocratie doit être défendue coûte que coûte. Les droits de l'homme, il faut défendre. Tout pays qui ne respecte pas ces règles, je ferai tout mon possible pour ne pas que mon pays collabore. Moi-même, je collabore avec ces pays. Je peux avoir toutes sortes de partenaires, c'est normal. Si j'ai mes activités qui sont vers l'Occident ou bien ailleurs, je le ferai, mais pas dans un pays totalitaire. On a tellement perdu pour mettre la démocratie en place dans le monde. L'Afrique a tellement perdu, l'Afrique a tellement pris de coups que faire un bémol sur cette démocratie pour devenir un État totalitaire ou un État qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui bafouille tout, et que je collabore avec ce pays ou non. Moi, je ne collabore pas du tout dans mon pays avec la junte militaire. À plus forte raison d'aller collaborer avec les Russes ou un Iranien. Ce n'est pas possible pour moi. Donc, on a obligation aujourd'hui de défendre la démocratie en faisant du business là-dedans, en faisant tout ce que l'on veut, mais avec le respect strict de la libre circulation des biens et des personnes. Je ne sais pas merci, si... Merci, oui, merci beaucoup, Président. Et donc, la question, elle reste valable justement pour le professeur Alioune Sall. Vous êtes à la tête de l'Institut des futurs des Africains, justement, African Futures Institute, et je sais que vous travaillez beaucoup sur ces questions. Qu'est-ce que vous pensez des relations bilatérales? On parle de partenariat très souvent. Qu'est-ce que vous pensez de ces relations-là entre l'Afrique et les autres pays, sinon le reste du monde? Juste pour finir, par la suite, on pourra donner priorité aux questions des participants. Merci. Je crois que l'Afrique n'est pas une monade isolée. Elle est dans un monde qui est en pleine restructuration. Nous sommes passés d'un monde de la guerre froide à un monde qui a été dominé par les États-Unis, qui a donc vécu sous un régime, qui a connu un régime unipolaire à un certain moment, qui n'a pas duré très longtemps, qui a duré jusqu'aux attaques de septembre à New York. Et puis, nous sommes aujourd'hui dans un monde dit multipolaire, mais dont on se demande de plus en plus s'il n'est pas apolaire, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs et on ne voit pas un groupe émerger et dominer tous les autres. L'hégémonie ne semble plus pouvoir être à l'ordre du jour. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pôles et beaucoup trop de reconfiguration pour qu'on retombe dans le monde d'hier. Alors, il y a plusieurs avenirs qui sont certainement possibles et il y a plusieurs partenariats qui sont, en tout cas, qui sont possibles aujourd'hui. Et l'Afrique se doit de voir qu'est-ce qui va dans le sens de ses intérêts, même si c'est difficile parce qu'encore une fois, il n'y a pas une Afrique, mais une diversité, une pluralité d'Afrique. Mais la grande question qui a aujourd'hui, tout le monde se pense que les BRICS constituent un élément nouveau, que la géopolitique, il faut la repenser avec les BRICS, qui polarisent une certaine population, des ressources, etc., etc. La question, à mon avis, doit être plus large. Nous sommes dans un monde qui connaît une crise profonde. Et la crise, c'est, d'une certaine manière, la crise du capitalisme. Il est en crise. Alors, comment on s'en sort? Comment on fait par rapport à cela? Est-ce que l'on essaie de tirer le parti possible de ce capitalisme en crise en négociant de plus grandes parts de marché, mais en restant dans la logique d'un système qui va continuer à générer des ressources, mais au prix d'inégalités croissantes et au prix de menaces ou d'atteintes graves, de plus en plus graves à l'environnement? Ou est-ce qu'on profite de la crise du capitalisme pour essayer d'imaginer des modèles alternatifs au capitalisme? Autrement dit, la question est celle de savoir, est-ce que l'on sort
de la crise du capitalisme ou est-ce que l'on sort simplement du capitalisme en crise? Et je crois que c'est une réponse, il n'y a pas de réponse simple, mais c'est une question à laquelle les Africains que les Africains doivent se poser aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui des organisations qui se disent du Sud, qui se veulent une alternative. Les BRICS, certainement, se veulent une nouvelle organisation plus soucieuse des intérêts du Sud global. Mais on peut parfaitement être anti-impérialiste, mais ne rien avoir contre le capitalisme. Et l'espèce de liaison que Lénine établissait entre le capitalisme et l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, est à reconsidérer. Parce qu'on peut tout à fait, encore une fois, être anti-impérialiste, être contre la domination étrangère, mais accepter la domination sur ses propres groupes sociaux et à l'intérieur de son pays. C'est ce que font tous les dictateurs du monde. Ils sont soumis face à des puissances extérieures, mais se montrent intraitables et se montrent même cruels face à des oppositions nationales, alors qu'ils se comportent comme des vassaux face à des puissances étrangères. Donc, on peut tout à fait être anti-impérialiste et ne pas être anticapitaliste. La question est aujourd'hui de savoir est-ce que le capitalisme est l'horizon indépassable? On ne peut pas imaginer autre système que le capitalisme, ou est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'imaginer un autre mode de gestion des ressources, un autre monde de relation avec le vivant, un autre monde simplement? Imaginez un monde pluriel, comme vous savez le dire souvent, effectivement, en misant sur les synergies et en misant sur les partenariats multiples, comme on dit, parce que justement, nous sommes dans un contexte où c'est opportun de pouvoir élargir le champ des possibles et pouvoir justement faire des choix qui sont raisonnables et pour le bien de nos pays, de nos États. Et c'est assez intéressant. Je pense que là, maintenant, on va un peu laisser la place aux participants, aux personnes qui nous suivent depuis et qui souhaiteraient justement interagir et partager ou poser des questions, justement, prioritairement poser des questions à nos panélistes. N'hésitez pas à vous manifester. Et déjà, au niveau du chat, je lis une question qui parle de l'instrumentalisation justement du panafricanisme pour alimenter un sentiment anti-français. Et les porteurs du message panafricaniste actuellement, les plus en vogue, on les connaît pour ne pas citer Kémy Séba, Nathalie Yamb et autres. Est-ce que vous pensez, parce que justement il y a cette conversation qui se déroule sur le chat, certains qui pensent que ce n'est pas de l'instrumentalisation, d'autres qui pensent le contraire. Quel est votre avis, Dr Anne-Cécile Robert? D'abord, est-ce que vous pensez que l'enjeu ou le message panafricaniste actuellement, notamment diffusé sur les réseaux sociaux majoritairement, est-ce que cela contribue justement à faire passer un sentiment anti-français, comme on dit souvent? Le micro. En tant qu'observatrice, moi, ce qui me frappe, et surtout comparé à d'autres époques, c'est que c'est un peu un panafricanisme creux. C'est-à-dire, on est, le président Coulibaly disait tout à l'heure, tout le monde est panafricaniste, en fait, maintenant, et ce sont beaucoup des slogans. Mais concrètement, quand on essaie de comprendre de quoi il s'agit exactement, eh bien, on passe à un autre slogan. Et on a connu des époques avec des grandes figures comme Lumumba, comme Nkrumah, ou même quand à la fin Sankara est venu, il n'était pas panafricaniste au début, mais quand il est venu au panafricanisme, il y avait un contenu. Il y avait un projet, il y avait une vision politique, il y avait une organisation de la société, il y avait des rapports économiques. Là, il y a effectivement des slogans qui marchent, donc ça confirme que c'est populaire. Et effectivement, dans cette logique de slogan, taper sur la France, c'est très pratique. Parce qu'effectivement, ça fait un repoussoir. Alors, je ne discute pas du fond, hein, effectivement. La France mérite en grande partie ce qui lui arrive. Hein, mais ça se substitue à une pensée, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas bâtir un programme uniquement en disant on va dégager les Français.
Parce que si vous dégagez les Français pour aller vous récupérer les Américains, les Allemands, les Chinois, etc., ça ne va pas vous rendre plus panafricaniste. Et donc là, moi, c'est un petit peu ça qui me comparait. Moi, j'ai un peu la nostalgie des grands penseurs d'avant. J'ai la nostalgie des Samir Amin, j'ai la nostalgie évidemment de Sankara, de tous ces gens. Et là, je sens beaucoup d'envie, ça fait très plaisir. Il y a une envie d'exister énorme. Il y a beaucoup d'intelligence aussi. On a parlé des aspects négatifs, mais il y a quand même beaucoup d'intelligence qui circule sur les réseaux. Mais j'ai hâte de voir quand ça va prendre. Et quand toute cette intelligence, et tout ce désir d'être des Africains pour vous, pour vous-même, va se concrétiser par des pensées, par des stratégies. J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, je ne le sens pas encore. Peut-être que je me trompe, hein, et pardon d'avance, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tant qu'observatrice, je ne sens pas encore ça. D'accord, effectivement, et je vais garder la même question justement, et n'hésitez pas surtout au niveau des participants, si vous avez des questions dans ce sens ou d'autres interventions à le signaler. Et professeur, est-ce que vous pensez que... Je suis d'accord avec Anne-Cécile Robert lorsqu'elle dit que changer de maître ou faire appel à de nouveaux maîtres, ce n'est pas se libérer. Et c'est dommage, effectivement, que l'on voit dans cette manifestation un appel pressant à des Russes ou à de nouvelles puissances pour remplacer ce qu'on appelle les Français. C'est oublier simplement que 1000 coups d'épingle finissent par tuer aussi sûrement qu'un coup de massue. Et donc, je suis d'accord encore une fois avec Anne-Cécile pour dire qu'on a besoin de faire autre chose que chercher de nouveaux maîtres. Et il y a urgence à le faire, et il faut le faire parce que nous sommes dans une période où c'est encore à les flux rétraçables, et il y a donc des incertitudes quant au lendemain qui sont des opportunités qu'il faut savoir saisir pour avoir une pensée plus structurée, positive, et retrouver des mouvements comme il y en a eu à certaines périodes de libération. Mais après avoir dit ça, je dirais que je suis plus réservé quant à ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Honnêtement, je parle beaucoup aux gens, je ne vois pas quelque chose qui soit dirigé contre les Français en tant que tels. Je n'ai pas vu de Français qui se soient fait lyncher dans les rues de Bamako, de Ouaga ou de Dakar. Je n'ai pas vu ça. Par contre, ce que j'ai vu, c'est effectivement des enseignes françaises, des compagnies françaises qui ont fait l'objet d'attaques. Et je crois que c'est différent. On parle de deux choses complètement différentes. S'en prendre à des Français, à des citoyens français parce qu'ils sont français, serait tout à fait inacceptable. S'en prendre à des compagnies ou à des enseignes françaises, même si ceux qui y travaillent sont sénégalais, béninois ou maliens, c'est autre chose, c'est un autre message. Je crois donc qu'il ne faut pas confondre tout derrière cette appellation abusive qui consiste à parler d'un sentiment anti-français. Je ne le crois pas. Si je vois la police française s'en prendre à un délinquant béninois, je ne dirais pas qu'il y a un sentiment anti-béninois dans la police française. Je dirais qu'il y a un sentiment anti-délinquant. Mais je ne vais pas appeler ça un sentiment anti-béninois parce que simplement, et encore une fois, je n'ai pas vu ici un citoyen français qui ait fait l'objet d'une seule attaque par une foule composée de Sahéliens. Par contre, les enseignes, oui, et c'est peut-être c'est la dénonciation d'un certain système qui fait que certains intérêts privés priment sur les autres. Au moins, je poserai la question, c'est pas comme ça qu'il faut lire ce que l'on appelle le sentiment anti-français.
Merci beaucoup et je reconnais du coup la présence de Pierre Jacquemot également parmi nous. Monsieur Pierre, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir. Monsieur Pierre, ancien ambassadeur et grand ami de l'Afrique, je veux dire. Et si vous avez une intervention, et au niveau des participants aussi, n'hésitez pas soit dans le chat ou à lever la main comme on le fait sur Zoom pour pouvoir intervenir. Et en attendant du coup, est-ce que, Monsieur Pierre, vous souhaitez intervenir? Juste peut-être, merci et bonjour à tout le monde. Et je suis ravi d'écouter Alioune. Et pour toutes sortes de raisons, je suis évidemment totalement d'accord avec lui. Je voudrais juste rajouter une chose, et qui va assez dans le sens de ce qui vient d'être dit par Anne-Cécile Robert, c'est que le danger de mettre en avant le sentiment ou le ressentiment anti-France, anti-gouvernement France, etc., présente un certain nombre d'inconvénients et surtout celui d'être déresponsabilisant. J'ai tendance quelquefois, avec beaucoup de précautions évidemment, à parler d'afro-victimisme pour désigner le comportement de ceux qui cherchent un bouc émissaire un peu facile et qui, ce faisant, refusent, renoncent à regarder quelles sont les causes internes à des difficultés qui sont réelles et de ce fait à chercher des solutions à ces causes internes. Alors bien évidemment, ce n'est pas une manière pour moi de mettre de côté tous les griefs qui sont fondés à l'égard de la politique française depuis très longtemps. Cette arrogance, cette condescendance, ce côté donneur de leçons, toutes sortes de choses qui sont profondément agaçantes et j'ajouterais qui sont très agaçantes pour un Français. Tous ces comportements envers l'Afrique sont insupportables pour nous, faut que vous le sachiez. Mais une fois qu'on a dit ça, l'important, à mon avis, c'est cette prise de responsabilité qui suppose au préalable non pas de chercher des causes externes à des difficultés, mais d'abord de chercher dans le fonctionnement propre des sociétés africaines, des errements de la démocratie qui, tant bien que mal, a été expérimenté depuis les années 90 et qui peuvent, dont le délitement et les défaillances peuvent expliquer un certain nombre de phénomènes importants et en particulier la cascade de coups d'État auxquels on assiste. C'est un autre sujet, mais en tout cas, si je pouvais modestement donner, non pas un conseil, mais un avis, attention à ne pas chercher un bouc émissaire. Merci beaucoup. Et je vais revenir à Mamadou Sissi Coulibaly, justement, et parce qu'il y a un grand enjeu, notamment au niveau de la jeunesse, qui en majorité est la partie, en parlant de démographie, justement, qui occupe la majeure partie de nos populations. Donc, parlons des sentiments anti-français où l'instrumentalisation est plus touchée. Est-ce que vous pensez justement qu'on pourrait faire pour corriger le tir? Est-ce qu'au niveau de la jeunesse, on peut mieux travailler, notamment sur certains aspects, pour qu'elle ne soit pas instrumentalisée, si on est d'accord qu'il y a une part d'instrumentalisation dans le message panafricaniste? Je pense qu'aujourd'hui, sera, comment vous dire, ça va être... Allô, on m'entend? On vient de m'interrompre là pour aller signer de mais bon, voilà. Donc, oui, Président, on vous entend. Voilà, je disais que il faudrait que la jeunesse africaine aujourd'hui pense à l'avenir, parce que le monde est en crise, que ce soit le monde économique, le monde politique, et tout est en crise de croissance. Et cette crise de croissance est causée par quoi? Par le numérique. Et le numérique est en train d'aller à pas très avancé vers l'IA,
l'intelligence artificielle qui va amener à l'usage de l'universalité des choses. Et cette jeunesse africaine, c'est un atout pour l'Afrique, pour que nous dépassions rapidement cette crise de croissance que l'Europe a et que les Américains en profitent, que les Chinois sont en train de mettre un pas en avant. Je suis pas à pas les Américains. L'Europe est très en retard sur l'usage de l'IA. Il faut le dire, l'Afrique n'en parle pas. Et cette jeunesse, l'ère du numérique aujourd'hui, la plupart des jeunes qui ne sont pas allés à l'école maîtrisent l'outil numérique. Maintenant, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience, que nos dirigeants puissent avoir des programmes qui vont permettre à cette jeunesse d'aller vers l'universalité des choses. Parce que quand on parle de l'IA, c'est du numérique, c'est comme ça, et il n'y a pas de solution alternative. C'est une solution unique, et tout le monde doit passer par cette solution. Et ce sera une solution universelle. Et qu'on soit africain, européen, américain, tout le monde va passer par là. Donc, il faudrait qu'on se donne la main pour pouvoir, le secteur privé, les entreprises africaines, européennes, chinoises, s'ils peuvent faire quelque chose pour aller en avance, pour rattraper le retard. Les Européens sont en retard, les Africains sont aussi en retard. Comment on doit faire pour rattraper les Américains et les Chinois? C'est la seule solution aujourd'hui pour que l'Afrique se tape une place qui va profiter à ces jeunes Africains qui ont du talent, qui sont nés dans l'ère numérique, ils ne sont pas comme nous, on est obligés, on est alphabétisés dans le numérique. Et quelqu'un qui est alphabétisé ne sera jamais un as. Et qui apprend, qui naît avec cette numérique. Là, ça va galvaniser cette jeunesse, et c'est des chemins qui sont très courts. Si on accepte que nos dirigeants puissent faire des programmes pour que ces jeunes puissent être intégrés dans ce monde numérique, ça sera une très, très bonne chose. Ça ne va pas durer. En 2-3 ans, la France s'est mise aujourd'hui à ça. Ils ont rattrapé beaucoup de retard. Je dirais même ils ont pu rattraper au moins 20-25% au bout de 2 ans et demi. Et tout va être sur l'IA. Il faut que les jeunes apprennent ce que c'est que l'IA aujourd'hui. Ce n'est plus l'informatique. D'ailleurs, si l'IA se met en place, les premiers qui vont chômer, ce sont les informaticiens. Ce sont, même dans la santé, ce sont les radiologues, ce sont ceux qui font de scanning, des choses comme ça. Demain, ça sera fait pour les jeunes qui vont accepter et les pays qui vont accepter d'ouvrir des centres spécialisés pour permettre à nos jeunes d'être à la pointe. Merci. Merci beaucoup, Président. Du coup, il y a un réel enjeu pour nous d'aller vers la meilleure utilisation, la plus optimale justement des outils numériques, l'intelligence artificielle. C'est vrai que ce n'est pas du domaine des analphabètes, comme on dit, et on a un réel enjeu justement. Et je voudrais, au niveau des participants, si vous souhaitez intervenir, je vois Madame Elvie Kajobé et je vois certaines personnes qui, n'hésitez pas si vous souhaitez, prendre la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra? Oh, OK. Bonjour, c'est Lamine Sagna. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, je suis très content de ce que j'ai entendu, surtout de la part de mon grand frère Alioune Sall, complètement 150% d'accord avec lui.
et aussi par rapport à Anne-Cécile Robert, ce qu'elle a dit. D'ailleurs, je souligne que ce sentiment anti-français, il n'a jamais existé. Il a toujours existé parce que la plupart des Africains aiment la France. Je me rappelle en 2014, et Pascal peut être témoin, lors du sommet de Yamoussoukro par la JF, je disais bien que si on continue, si la France continue à soutenir des voyous comme Bolloré, et il y avait beaucoup de malentendus, mais j'avais bien dit que si la France continue à soutenir des voyous comme Bolloré, le sentiment anti-français allait augmenter en Afrique. Je pense que Pascal peut témoigner. Et je dis, quand on fait cette critique-là de la France, c'est avec amour. Parce que finalement, nous tous, il y a la France qui est présente en nous. Notamment, en tout cas, ceux de la zone ouest africaine. Alors, ce que je voulais dire par rapport au panafricanisme, il faut le penser comme, par exemple, le marxisme. C'est-à-dire, il y a autant de courants, comme il y avait des trotskistes, des maoïstes, etc., il y a autant de courants dans le panafricanisme. Et comme le disait bien Alioune Sall, c'est dans la dialectique de l'un et du multiple qu'il faut le comprendre. Il y a des panafricanismes qui sont multiples, mais en même temps, il y a une unité fondamentale qui fait ce panafricanisme-là. Et je pense que le rôle, précisément, de l'intelligentsia africaine est d'aider ces gens-là à penser le panafricanisme, comme l'a si bien dit Anne-Marie, Cécile plutôt, par rapport au Kwame Nkrumah et tout ça, et je pense que c'est le rôle essentiel. Et troisième point, pour aller vite, par rapport aux commentaires de M. Koulibaly, je suis tout à fait d'accord, mais contrairement à ce qu'on pense, j'enseigne dans une université d'ingénieurs ici aux États-Unis, dans le Massachusetts, et je vais vous dire une chose, c'est que l'intelligence artificielle, si vous voulez, les bases ou les fondements cosmologiques de l'Africain est plus proche d'être plus rapide avec l'informatique et l'intelligence artificielle, puisque le virtuel est présent dans toute la cosmologie africaine. Et de ce point de vue-là, il est très facile pour les jeunes Africains d'adopter et de s'adapter à cette ère de l'informatique. D'ailleurs, on le voit très bien comment la pénétration des nouvelles technologies se fait et l'adoption de nouvelles technologies en Afrique. Et en plus de ça, la question démographique avait bien posé Alioune Sall, qu'on le veuille ou non, le marché pour les nouvelles technologies autour de 2050 sera l'Afrique, puisque la jeunesse mondiale sera en Afrique. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a qu'à voir dans nos cours ici, la plupart des gosses des familles les plus riches prennent tous des cours d'études africaines, parce qu'ils savent que ça va se passer. Et c'est sûr que les jeunes Africains pourront s'adapter. Voilà à peu près ce que je voulais dire en très vite. En tout cas, bravo pour cette rencontre. Merci beaucoup, professeur. Du coup, c'est un rendez-vous qu'on essaie de prendre quotidiennement. Donc, restez justement connectés sur les canaux du GIAF pour être informés des prochains webinaires. Et s'il n'y a pas d'autres questions au niveau des participants et s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons faire un dernier tour de table. Pascal, tu souhaiterais intervenir? Activez ton micro, Pascal, s'il te plaît. C'est bon? Ouais, vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Non, c'était juste dans le fil de tout ce qui a été dit, juste quelques 3-4 petites remarques correspondant un peu à l'objectif qu'on poursuit, c'est-à-dire de rattacher un peu nos réflexions à nos travaux jusque-là, qu'on retrouve sur le site, etc. Notre idée, justement, en tant que think tank, est de consolider la réflexion, d'essayer je dirais, vraiment par le débat et par les oppositions souvent contraires, mais d'arriver à finalement prendre position. Et donc, non, juste 2 mots sur la CEDEAO. Le point de vue exprimé par Koulou sur le fait qu'elle manquait de moyens et rejoignait en fait, paradoxalement aussi d'une certaine manière, celui d'Anne-Cécile qui parlait de politique agricole et de moyens, c'est tout à fait juste. Hein, et les deux collent tout à fait parfaitement, puisque une politique agricole commune, elle est fondamentale. C'est-à-dire, si on veut tirer un avantage de la taille, il faut faire de la région une force, il faut donc une politique. Et ça fait partie de nos recommandations dans notre... mais là, il y a un chiffre il faut voir les réalités des choses. C'est-à-dire qu'à la direction agriculture aujourd'hui de la CEDEAO, il y a 2 personnes ou 3 personnes. À l'agri,
qui regroupait la politique de l'Union européenne à l'époque, il y a 1600 personnes. Donc, je veux dire, il y a voilà, cette idée qui est de proportionner les moyens aux objectifs et donc donner les moyens qu'il faut reste absolument fondamentale. Premier point. Juste une autre chose, sur le mot entrepreneur, sur le mot, ce qu'a dit à un moment donné Alioune, c'est-à-dire avec une critique effectivement de certains entrepreneurs. Je crois que ce n'est pas l'entrepreneuriat lui-même qui est en cause, c'est le fait que dans des systèmes qui, notamment mis par le CFA, facilitent plutôt l'importation que la production locale, beaucoup de gens vivent effectivement de la commande de l'État, hein, de manière diverse, en rendant des services et avec des prélèvements. Et il faut dissocier de ça l'entrepreneur, véritablement, celui du genre des Koulous, qui crée vraiment de la richesse, plutôt que qui alimente des marchés. Donc voilà, c'est plutôt l'histoire d'un écosystème. Et en ce qui concerne aussi ce qui a été dit sur le capitalisme, regroupant donc éventuellement Bolloré, je crois qu'il faut bien savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de capitalismes différents et que le capitalisme scandinave, le capitalisme rhénan-allemand, le capitalisme américain sont des variétés qui fonctionnent de façon très différente. Donc, ce n'est pas le capitalisme lui-même qui est à critiquer, parce que le capitalisme, il se caractérise par des gens qui investissent leur argent et qui travaillent beaucoup parce qu'ils veulent, et que s'ils y arrivent, et s'ils ne sont pas trop bêtes et qu'ils ont beaucoup travaillé. Donc, c'est un moyen de stimulation. Le capitalisme ne vaut son appellation que dans l'écosystème dans lequel il s'inscrit. Donc, on ne peut pas c'est un système vertueux, mais à condition. Et en ce qui concerne Bolloré, bon, je sais que beaucoup de critiques peuvent lui être faites, et effectivement d'avoir certainement profité des écosystèmes locaux pour avoir des positions, mais il faut aussi voir, je dirais, les réalisations qu'il a faites et je dirais tout l'entraînement, même au niveau des entreprises locales qu'il a produit. C'est ça le côté vertueux aussi du capitalisme. D'ailleurs, il n'a pas, je veux dire, les gens qui ont racheté ces affaires à un prix énorme ont valorisé à la hauteur de ce que ça représente tout ce travail qui a été fait. Donc voilà, c'était juste des petites nuances que je voulais juste partager. L'intelligence artificielle n'est pas encore prête. On est en train de nourrir ces machines-là, les robots, les machines. Et ce sont les informations qu'on met. Si en Afrique, il y a suffisamment d'informations qui permettent à l'IA d'assimiler, bon ben, on serait des parias demain encore. Il faudrait que ça commence tout de suite, immédiatement, pour que nous puissions nourrir cette intelligence. À un moment donné, on va aller vers l'universalité des choses. Et c'est l'IA qui va progresser ça le plus rapidement possible. Et dans nos différents pays, on a la chance d'avoir la francophonie à notre porte. On devient nombreux. Parce que pour traduire ça en bambara ou un peu, c'est 20 millions d'habitants, c'est 50 millions d'habitants, ça ne va pas intéresser les majors de l'intelligence artificielle qui sont tous. Mais si on est 500 millions de personnes francophones, voilà, ça peut les intéresser en ce moment. Ni l'Afrique, ni la France n'est pas en avance. Aujourd'hui, nous sommes il faudrait on aille très, très vite sur ça. Je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut que des grands débats se mettent en place pour ne pas faire des recherches de nourrissement de cette intelligence artificielle à droite, à gauche. Il faudrait qu'on ait un organe commun francophone qui pourra, ou francophile, qui pourra nous assister tous pour aller dans ce grand mouvement mondial qui va secouer le monde dans les 5 prochaines années. C'est tout de suite, c'est arrivé déjà. Et ils sont en avance. C'est pour dire aux uns aux autres qu'on doit
aujourd'hui se donner la main d'être une force pour l'avenir de l'Afrique et de l'Europe. Et cette force doit être la force gagnante devant la Chine et devant les Américains, si on veut exister demain. Tout le monde passe aux indépendances, on nous disait que l'Afrique a été balkanisée, a été machin par les colonisateurs, alors que moi, mes ancêtres ne connaissaient même pas des gens qui vivaient à 100 km d'eux. Bon, avec les indépendances, bon, voilà, on est devenu une grande nation. On a la langue française comme langue de communication entre nous. Moi, je suis Bambara. À l'époque, si je voulais parler avec un peu la Wolof, je parle français. Donc voilà, on a cet esprit fédérateur. Il faudrait qu'on les transforme en fédérateurs économiques, politiques et universels. C'est ça qui nous manque aujourd'hui pour avancer, pour que nos entreprises, pour qu'il y ait des majors de l'économie africaine, pour qu'il y ait des gens qui comptent dans ce pays, qui peuvent faire des choses, qui peuvent faire bouger, peuvent soutenir des initiatives, des idées. Voilà, c'est ça. L'Europe s'est développée avec ces grands majeurs de leur économie qui ont fait le tour du monde en bateau à machin pour conquérir, pour mettre la culture française, développer la diplomatie française et qui est devenue aujourd'hui la première puissance diplomatique au monde. Est-ce qu'on peut profiter de ça et développer nos pays et avec des outils modernisés comme la CEDEAO? Aujourd'hui, je ne vois pas un autre outil mieux que la CEDEAO. Comment il faut faire pour la protéger? Comment il faut faire pour le faire avancer? Que nous puissions réfléchir ensemble pour que cette fédération puisse se faire, que les jeunesses africaines puissent se parler, puissent mettre des choses en commun pour avoir pas des petits projets qu'on fait dans nos différents pays qui vont développer l'Afrique. Avec l'IA, nous sommes à la merci de tout le monde. Il faudrait qu'on s'intègre le plus rapidement possible. Merci. J'ai l'impression, José, tu es là? Je vais. Oui, vas-y. Ben voilà. Peut-être on va aller dans l'ordre inverse, c'est-à-dire Anne-Cécile, si tu peux nous dire quelques mots et on terminera avec Alioune. Juste deux mots de conclusion. La première chose, c'est que on vit une période exceptionnelle hein, qui est un tournant historique. C'est-à-dire que tout bouge en même temps. La géopolitique, l'économie, les rapports sociaux, les rapports entre les gens, ça bouge à l'intérieur des sociétés. Donc, c'est plein de possibilités. C'est aussi plein de dangers, hein, bien sûr. Mais c'est plein de possibilités qu'il faut absolument exploiter. D'autant plus que les puissances ont encore la possibilité d'imposer leur point de vue, les Américains, les Européens, maintenant les Chinois, etc. Et donc, il ne faut pas les laisser se perpétuer ou s'installer de nouveaux rapports de puissance en investissant justement toutes les possibilités que nous offre ce tournant historique. Et la deuxième chose que je voulais dire qui est liée à la première, il me semble que l'une des clés par rapport à ce que peut faire un journal comme le mien ou ce que peuvent faire des organismes de recherche européens, c'est de donner le plus possible de l'espace aux intellectuels africains qui disent des choses, qui pensent des choses. Ils sont nombreux, il y en a ici ce soir. Il faut que plus d'espace pour que cette parole-là circule et de manière à ce qu'on arrive à véritablement universaliser le dialogue. On parle beaucoup de diversité culturelle aujourd'hui, mais on a encore des mécanismes qui font que
toute cette vie intellectuelle qui est très forte en Afrique n'a pas accès véritablement au devant de la scène. Donc je pense que ça, c'est des choses qu'il faut s'attacher à faire. Et je pense, pour faire la synthèse des deux points de vue, qu'on a la possibilité aujourd'hui de le faire, que l'initiative à laquelle on participe ce soir, elle a d'autres échos ailleurs, il y en a d'autres ailleurs, et il faut développer absolument ces lieux où on fait passer une autre parole et où on construit une autre forme d'intelligence du monde en dehors des grands réseaux qui sont finalement assez conservateurs. Donc, merci encore une fois au GIAF pour cet espace très précieux qui fait partie de la reconstruction de ce monde et peut-être de l'ouverture d'espaces qui vont aller dans le bon sens. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Alioune? Merci Pascal. Je crois que, à l'instar de Anne-Cécile, je dirais qu'effectivement, nous vivons une période historique qui est assez unique, qui est assez inédite. Et en pareil cas, il est évident qu'il nous faut être audacieux. Il nous faut être audacieux d'abord, avoir une capacité de penser la nouveauté. Anne-Cécile ne l'a pas dit de manière explicite, mais l'idéogramme l'idéogramme qui désigne la crise en chinois signifie à la fois opportunité, mais également menace. Et c'est, je crois, véritablement le sens de l'époque que nous vivons. On ne peut pas aujourd'hui ignorer le fait qu'il y a des paradoxes qui caractérisent notre monde. Et un de ces paradoxes, c'est précisément ce que certains politistes européens appellent l'impuissance de la puissance. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le monde uniquement à travers les œillères d'hier. La puissance militaire n'est plus un gage de quoi que ce soit, et ce n'est pas un hasard si les États-Unis n'ont pas remporté une seule guerre depuis la fin de la Deuxième Guerre, bien qu'ils dépensent $1 milliard par jour pour maintenir leurs arsenaux de par le monde. On vit une époque particulière. Alors, quand on vit une époque comme celle-ci, il faut avoir conscience du fait que l'avenir n'est plus ce qu'il était, et l'avenir est ouvert aujourd'hui, et il n'a jamais été aussi ouvert qu'il ne l'est aujourd'hui, à condition toutefois de se poser les bonnes questions et de repenser à se définir. Au fond, quand on dit on est africain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Quand on dit on est citoyen, qu'est-ce que l'on est en train de dire? Je crois qu'on ne peut plus redéfinir ces catégories simplement comme des héritages. Nous ne sommes pas africains parce que nés de parents africains, nous sommes peut-être africains parce que nous avons une ambition pour l'Afrique. Et il n'est pas besoin d'être africain pour avoir une ambition pour l'Afrique. En d'autres termes, le prochain n'est pas nécessairement celui qui est le plus proche. On est dans un monde ouvert et où donc il y a des reconfigurations qui sont en train de s'opérer sous nos yeux. Alors, dans une période comme ça, il ne faut pas avancer vers l'avenir en ayant le pied englué dans le passé. Il faut donc se garder de prendre certaines positions qui nous ramènent à des querelles dépassées. De ce point de vue-là, je dirais qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui. On ne devrait plus perdre du temps à essayer de faire l'apologie du capitalisme, parce que c'est quelque chose, c'est peine perdue. Parce que l'entrepreneur schumpeterien, ben, c'est un oiseau rare, c'est une espèce en voie d'extinction. Quand on parle aujourd'hui de capitalisme, on ne peut pas oublier que le capitalisme, ce n'est pas simplement du travail, c'est de l'extraction de la plus-value. On ne peut pas oublier que c'est une rémunération différente du capital, beaucoup plus significative du capital que du travail. On ne peut pas ignorer non plus qu'il y a eu une accumulation primitive qui a mené au système capitaliste et que cette accumulation primitive, elle a été au prix du sang et de la sueur de ceux qui ont subi le capitalisme. Donc, je crois qu'il faut se garder d'essayer de redonner vie à des systèmes qui ont eu une existence qui était certainement justifiée à une certaine époque, mais qui aujourd'hui sont dépassés par le cours des choses, et il faut aller vers l'avenir en se délestant d'un certain nombre justement d'idéologies et d'hier héritées du passé, parce qu'encore une fois, l'identité n'est pas un héritage, mais c'est une construction. Et ce sera mon troisième et dernier point, on ne peut pas imaginer aujourd'hui l'avenir
on ne peut pas construire l'avenir sans prendre en considération les avancées technologiques qui ont été faites, singulièrement l'intelligence artificielle qui s'invite de plus en plus dans nos vies. Alors, moi, je viens de lire un ouvrage que je trouve remarquable malgré sa modestie. C'est un ouvrage qui s'appelle Prospérité symbiotique et qui, au fond, montre qu'il y a des solutions résilientes et durables qui seraient possibles en combinant l'innovation technologique et l'ingéniosité africaine en quelque sorte. Cela peut paraître de l'utopie, mais je crois qu'il est bon de s'engager résolument sur la voie de l'utopie parce que c'est à ce prix-là que l'on arrivera à transformer l'Afrique. Il faut avoir l'audace de rêver d'un autre monde et l'intelligence artificielle permet peut-être de stimuler cette audace, permet de stimuler cette capacité. Et de ce point de vue-là, je suis totalement en phase avec Koulou. Ce n'est pas une option que l'on peut prendre à son compte ou rejeter, c'est pratiquement un impératif de survie. Et nous allons devoir repenser notre rapport à l'éducation, notre rapport à la façon de travailler et notre rapport à la façon de vivre simplement parce que nous sommes dans une ère numérique qui va changer les données fondamentales de notre problème. Merci encore pour l'occasion que vous m'avez donnée, Pascal, José et tous les autres, de partager avec vous quelques idées, mais surtout d'apprendre énormément auprès des uns et des autres. Merci. Alors, je vais conclure parce que je pense que José, malheureusement, est déconnecté. Bon, simplement, donc, en vous remerciant tous d'avoir été là, effectivement, on se rend compte de deux choses qui sont au centre de tout ce qu'on vient de faire. La première fois, la force du débat, c'est-à-dire que là, on a un débat extrêmement riche sur lequel, malgré, enfin, en dépit, mais grâce à ces différences, en fait, on arrive à des conclusions plus, je dirais, plus riches. On a des apports plus grands que avec lesquels on était arrivé au départ. Et de ce point de vue-là, je vous signale que ces webinaires qui sont organisés justement pour partager avec la jeunesse, pour la mettre au même plan que nous, toutes nos réflexions, en leur donnant la main, je dirais, va se poursuivre sur l'intégration régionale. Il y a déjà eu, donc le thème se rattache toujours à nos recommandations sur cette conférence sur laquelle nous avons consolidé une réflexion et beaucoup de recommandations en 2017. Donc, on a déjà fait un webinaire qui était sur je dirais, l'intégration régionale comme outil stratégique pour la sécurité et l'émergence économique. Là, on vient de parler du panafricanisme. La prochaine sera sur l'essor du Made in Africa, celle d'après sur la redéfinition des frontières et enfin sur la monnaie régionale à telle du plomb dans l'aile. Donc, je crois que des sujets encore très intéressants nous attendent avec, je dirais, la même fécondité de croisement de réflexion, j'espère. Et le deuxième point qui me frappe, c'est que quand on parle d'opportunités, crise, oui, mais opportunités, et notamment dans les nouvelles technologies, on en a vraiment la démonstration entre Alioune qui est au Sénégal, Anne-Cécile, moi qui sommes à Paris, Lamine qui nous a appelés des États-Unis, tout à l'heure Elisabeth qui était au Congo. Ben, voilà, on a l'illustration du fait que ce débat peut être, je dirais, profiter à fond de ces nouvelles technologies et de ce côté-là, je pense que le GIAF n'est pas en retard. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir consacré un peu de temps et on continue dans la plus grande amitié.